Bien, bonjour à tous et merci à toute l'équipe du Learning Center de Dunkerque de m'accueillir pour cette intervention qui rentre dans le cycle Mes collections les œuvres dont je vais parler, vous allez le voir, ce sont des œuvres qu'on peut voir, qu'on peut trouver au, au FRAC du Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque, puisqu'au départ cette intervention devait avoir lieu là-bas. Mais libre à vous ensuite de vous rendre au FRAC pour aller vérifier si ce que je vais vous dire rencontre la réalité des objets dont je vais parler. Donc cette intervention s'appelle Edward Shea, Bruce Nauman, Burning Various Small Fires, brûler divers petits feux, et je vous rassure, c'est à peu près tout l'anglais de l'intervention, je viens de le donner, et je ne vais pas beaucoup parler anglais dans cette intervention. Voilà. Il n'est pas sans intérêt, dans le cadre de cette série d'interventions intitulée Mes collections, de choisir dans le fond du FRAC Nord-Pas-de-Calais deux œuvres dont on peut dire qu'elles ont été créées contre l'esprit de collection et qui sont désormais devenues des objets particulièrement recherchés par les collectionneurs. La première est un livre d'Edward Shea, Various Small Fires, divers petits feux, édité en 1964 à 400 exemplaires sans tirage numéroté. Et la seconde est Burning Small Fires, brûler des petits feux, publié 4 ans plus tard, donc en 1968, sans date ni nom d'auteur, par Bruce Nauman, donc autre artiste américain, à partir de la destruction par le feu du livre d'Edward Shea. Notons que ces deux pièces, qui sont nécessairement liées, ont été achetées par le FRAC au cours de la même année, en 2010. Various Small Fires. Edward Shea est né dans le Nebraska en 1937 et a fait des études d'art plutôt appliquées d'ailleurs, à Los Angeles. Il commence à se faire connaître au début des années 1960 par des peintures conçues en opposition complète aux valeurs véhiculées par l'expressionnisme abstrait, qui triomphe alors aux États-Unis, et participe en octobre 1962 aux côtés de Andy Warhol, de Lichtenstein, de Jim Dine et de quatre autres artistes, à la première exposition de ce qui deviendra bientôt le pop art. Donc Edward Shea s'inscrit au départ comme un artiste de la génération de Warhol qui est plutôt reconnu à ses débuts comme un pop artiste. Quelques semaines auparavant, en juillet, il aura découvert à la Ferris Gallery de Los Angeles la première exposition de Warhol et ses fameuses sérigraphies représentant 32 boîtes de soupe Campbell, dont le principe de répétition et de sérialité, tout comme le choix pour motif d'un objet courant de consommation, vont vivement le frapper. Ici, on a donc une image montrant deux expositions de Warhol, de ces 32 boîtes de soupe Campbell. Celle-ci, c'est la Ferus Gallery. Donc c'est vraiment la première fois où Warhol montre cette série de sérigraphies, et on voit qu'il le montre comme des objets posés sur des étagères, autrement dit comme des objets de consommation. Donc ça, c'est en 62. Cette image qu'on a à gauche date de 2013. Donc c'est l'exposition actuelle au MoMA, au Museum of Modern Art à New York. Donc c'est tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et on voit que le choix de Warhol, c'est de montrer ces objets de consommation reproduits en sérigraphie comme un tableau qui serait composé d'un certain nombre de cases, mais pas du tout comme l'objet qui est l'objet représenté au départ, comme ces boîtes de conserve qui sont représentées là. Donc il est intéressant de comparer ces deux accrochages. Il faut également noter que ce travail qui utilise un procédé mécanique implique une évidente mise à distance de la peinture, et notamment expressionniste. À ce moment-là, quand Warhol intervient, il a en tête, en face de lui, tout l'expressionnisme abstrait, donc l'action painting, l'art gestuel, qui impose un rapport très immédiat, très spontané, très physique à la peinture. Toute l'entreprise de Warhol, c'est de se détacher de ça. Il y a eu des passages, Jasper Jones, il y a eu d'autres artistes qui sont intervenus entre, mais Warhol va vraiment radicaliser cette distance qui va être prise par rapport à cet expressionnisme qui est vraiment l'art américain par excellence dans ces années-là. L'année suivante, en 1963, Edward Shea publie un petit ouvrage, 26 Gasoline Stations, donc 26 stations essence, qui renouvelle entièrement la manière dont jusqu'alors un artiste intervenait dans un livre. Il va se saisir du livre pour faire œuvre, et tel que jamais un artiste n'est intervenu. Voici la couverture donc de ce petit livre qu'il réalise donc en 1963.
Conçu et diffusé par l'artiste lui-même sans l'aide d'un éditeur, ce petit ouvrage au graphisme sobrement élégant est presque entièrement dépourvu de parties écrites, à l'exception du titre, du colophon, on va le voir, et des légendes des images. Et il comporte de simples vues en noir et blanc de stations-service prises à la va-vite le long de la route 66. C'est le premier des 16 ouvrages que va réaliser Ed Ruscha entre 1963 et 1978, lesquels vont avoir un important retentissement puisqu'ils vont ouvrir la voie à une pratique désormais très développée que vous connaissez tous, qui est celle des œuvres qu'on appelle des livres d'artistes, dont Anne Meuglin-Delcroix fait une si complète et brillante analyse dans son ouvrage de référence. C'est vraiment la Bible sur l'histoire et sur la théorie du livre d'artiste, et ça s'intitule Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980, une introduction à l'art contemporain, et je pense que vous pouvez le trouver à la bibliothèque de votre école, qui est paru donc en 1997 et qui a été réédité en 2011. On va feuilleter le livre non pas 26 Gasoline Stations, mais celui-ci, Various Small Fires, dont je parle, Divers petits feux, qui est le second livre conçu par Ed Ruscha. Il date donc de 1964 et reprend la même charte graphique que l'artiste a mise au point pour 26 Gasoline Station. C'est vraiment la même apparence, le même jeu graphique qui est utilisé. C'est un petit livre broché, là, il faut vous le figurer, de 17 cm,9, 18 cm, par 14 cm,1, donc c'est vraiment un petit livre. De format modeste, il est également peu épais, puisqu'il ne comprend que 48 pages, en papier ordinaire. Sa couverture souple est elle-même couverte, on le voit ici, d'une jaquette en papier cristal, transparente. Le contenu du livre se compose, comme son titre l'indique, de 16 reproductions de photographies en noir et blanc, représentant divers petits feux. Le présent exemplaire provient de la seconde édition, qui est parue en 1970 et a été tiré à 3000 exemplaires. C'est celui que possède le FRAC, non numéroté. Il a été imprimé par Anderson, Ritchie et Simon à Los Angeles, ville où travaille Ed Ruscha. Ed Ruscha, c'est un artiste californien. Donc là, on va le feuilleter par ces images. Je n'ai malheureusement pas le livre ici, mais on va le voir assez bien, je pense, à travers ces images. Donc là, il faut s'imaginer qu'on a vu la couverture, il y a 5 pages blanches, puis la page de droite, eh bien, c'est de nouveau la reprise du titre, mais avec cet ajout, vous voyez, Various Small Fires and Milk, et du lait. Donc, intriguant, 2 titres pour le même ouvrage, et puis donc juste le titre et la date d'édition. Et ici, donc, je vous montre les différentes images qui composent ce livre. Donc, vous voyez encore une fois, pas de texte, simplement des images et un travail graphique particulier. Donc ici, vous le voyez, un chalumeau, ces divers petits feux très ordinaires qu'il a photographiés. Il ne les a pas tous photographiés, d'ailleurs, il a pu faire appel à quelqu'un d'autre, et qui sont donc vraiment, qui jouent avec la banalité du quotidien. Donc vous voyez, là, une feuille qui est en train de brûler, une feuille qui semble avoir jeté au sol et qui brûle. Vous voyez, vous observez que c'est souvent pris en plongée, les photographies. Ici, on le voit mal, mais c'est un four, l'intérieur d'un four à gaz, une gazinière, un autre papier en train de brûler, un briquet Zippo. Là, un peu plus amusant, parce que pour l'instant, vous voyez que c'est très austère, d'une certaine manière, c'est très simple. Mais là, vous voyez, on voit la flaque de lumière d'un lampadaire, alors qu'on pourrait voir le phare allumé de cette voiture. Donc là, il y a un petit jeu sur le phare. Le phare n'est pas allumé, mais la lumière qu'on reçoit est celle d'un objet qui n'est pas présent. Donc il y a un jeu entre le champ contre champ, entre ce qui est caché et ce qui est montré. Ici, une boîte d'allumettes qu'il a fait flamber. Un autre chalumeau. Un cigare. Une pipe. Une cigarette. Une bougie. Un barbecue. Un appareil produisant une flamme à gaz. Et un verre de lait. Là, cette image est particulièrement intéressante puisqu'elle montre l'ensemble des pages du livre. Donc vous le voyez, il faut le lire de gauche à droite. Donc vous voyez cette couverture, ces pages blanches, le titre, le colophon, c'est-à-dire les indications d'édition. Et puis vous voyez ce travail graphique très simple, avec un peu toujours le même cadrage, ce qui n'est pas le cas de tous les livres d'Ed Ruscha, mais qui donne une vue d'ensemble donc sur le livre, si on l'ouvrait, si on détachait toutes les pages. Alors là, je vais questionner le choix des images. Pourquoi ces images-là? Quand le critique d'art et historien de la photographie
A.D. Coleman lui demande en 1974 la raison de ces 15 images de feu, Ed Ruscha répond que ce n'était pas une nouveauté dans son travail, qu'il a déjà peint plusieurs toiles, parce qu'il est aussi peintre, représentant des feux, et qu'il s'est passé dans sa vie un certain nombre d'événements, sans gravité d'ailleurs, qui font que l'image du feu a pour lui une réelle importance. D'où la place prépondérante qu'elle prend dans ce petit livre. C'est l'explication qu'il donne donc à ce moment-là à ce critique et historien d'art. Les feux qu'il a photographiés sont pour la plupart des petits feux ordinaires captés dans le quotidien. La grande majorité d'entre eux ont été pris soit frontalement, soit en plongée. Seule la dernière flamme qui se situe en hauteur, celle-ci, a été photographiée en contre-plongée. Toutes ces photos donnent donc l'impression d'avoir été prises à hauteur d'homme, sans recherche de pose particulière. Quant à l'image du verre de lait, lorsque John Copeland, qui est un artiste connu et qui interviewe à ce moment-là Ed Ruscha, 9 ans plus tôt, en 1965, quand il lui en demande la raison, Ed Ruscha évoque un de ses tableaux qui se nomme Standard Station with 10 cent Western being torn in half, c'est-à-dire station standard. Standard, c'est une marque comme Esso ou Total, avec Magazine Western, c'est le titre du magazine, à 10 cents déchiré en deux, que l'on voit ici, dans lequel il a ajouté après coup l'image peinte d'un magazine, que l'on voit là, sans d'autre raison que de vouloir donner une cohérence à l'ensemble. Alors voilà ce que dit à propos de Various Small Fires Ed Ruscha. De la même manière, le lait semblait rendre le livre plus intéressant et lui donner de la cohésion. Donc la seule explication qu'il donne pour cette présence du verre de lait dans ces divers petits feux, c'est ça, c'est que ça viendrait comme une espèce de contrepoint qui donnerait une unité en fait à l'ensemble du livre, comme ce magazine donnerait une unité à ce travail pictural fait à partir d'une photo d'ailleurs. Ça date aussi de 1964. Narration 1. Mais un livre n'étant pas un tableau, on peut considérer que si l'image du magazine joue dans cette seule et immédiate image offerte par la toile comme un contrepoint visuel et poétique, on peut penser en effet à la célèbre rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie qu'Isidore Ducasse, plus connu sous le nom de comte de Lautréamont, évoque dans les Chants de Maldoror et dont feront bon usage les surréalistes. C'est devenu une espèce de topos, une espèce de cliché utilisé à partir des surréalistes, que cette rencontre de deux objets qui n'ont rien à voir ensemble et qui vont faire œuvre, qui vont dégager une poésie. Eh bien, on peut voir effectivement cette rencontre entre ce magazine et cette station essence, comme on peut voir aussi l'image de verre et ces petits feux, comme dans ce même ordre narratif et poétique qui serait celui de ces surréalistes. Mais l'image de verre du lait, qui vient conclure en dernière page la série des petits feux, a un autre rôle, et qui justement donne un autre type de narration. Cet effet narratif dû à la linéarité de la lecture impliquée par tout livre, n'importe quel livre est fait pour être lu de la première page jusqu'à la dernière page, c'est le principe même du livre. Le livre impose, vous le savez avec Philippe Robert, mieux encore que moi, impose un certain nombre de contraintes et de postures du lecteur. Notamment, il y a cette linéarité de la lecture. On lit une histoire qui commence à la page 1 et qui va finir à la page 300 si le livre se termine à la page 300. Donc, il faut imaginer qu'on peut lire aussi cette série d'images comme étant une histoire comme ça qui serait racontée mais visuellement par cet artiste qui est Ed Ruscha. Donc cet effet narratif dû à la linéarité, le fait que ça s'aligne, de la lecture impliquée par tout livre, lequel se découvre page après page, est accentué, me semble-t-il, par le passage de l'image en contre-plongée. Je reviens à cette série. Donc vous voyez, toutes ces images auparavant sont frontales ou prises en plongée. Seule cette image est en contre-plongée avant d'arriver à cette image du verre de lait. Donc on peut imaginer que cette image en contre-plongée, qui surprend dans cette série, il faut évidemment être très attentif à ce que représentent ces images, viendrait provoquer un effet dramatique qui relancerait sur une espèce de coup de théâtre que serait le verre de lait. Alors, tout ça étant extrêmement discret et modeste, mais il y aurait dans un esprit de narration, on peut le voir comme ça. Donc ce passage provoque un basculement qui dramatise à mes yeux l'inoffensive image finale. Mais encore une fois, tout ça n'est pas un drame très, très grave. Quoi qu'il en soit, c'est purement une technique narrative. Quoi qu'il en soit, cette image du verre de lait, en mettant fin à une série qui aurait pu être poursuivie à l'infini, dit le renoncement à toute volonté d'exhaustivité.
Ed Ruscha ne cherche pas en effet à établir une quelconque typologie des feux, c'est pas son but, hein, c'est pas un sociologue qui va travailler sur quels sont les différents feux que l'on peut rencontrer dans notre quotidien et puis faire une étude à partir de ça. Et il ne cherche pas non plus à établir n'importe quel, on ne sait quel type d'inventaire d'ordre documentaire. C'est un artiste, c'est pas un sociologue. En revanche, en interrompant l'enchaînement des petits feux, cette ultime image ouvre à un autre possible ouvrage qui présenterait pourquoi pas une nouvelle série composée de divers petits verres de lait. Ça pourrait être ça. Hein, si on termine par un verre de lait, ça ouvrirait un autre ouvrage qui serait divers petits verres de lait. Pourquoi pas? Mais ce n'est peut-être pas abuser de l'humour conscient ou inconscient de l'artiste, c'est évidemment ma lecture, que d'imaginer simplement qu'Ed Ruscha s'est saisi visuellement du premier liquide venu pour éteindre la suite de petits incendies qu'il avait allumés dans ses pages. On peut imaginer Ed Ruscha dans son atelier, et puis il y a ce verre de lait qui est là. En Amérique, on boit beaucoup de lait. Et bien ce verre de lait est là, et puis ça viendrait éteindre ces petits feux qu'il aurait visuellement déclenchés comme ça pour constituer ce livre. On peut voir un certain humour dans cette rencontre. Des choses insignifiantes. Dans l'entretien qu'il donne à Coleman, Ed Ruscha confie que Various Small Fires est sans doute un de ses livres les plus étranges et que beaucoup de personnes lui ont d'ailleurs fait remarquer qu'il est différent des autres ouvrages qu'il a réalisés. Il suggère que ce livre est peut-être en effet, je cite, plus introverti, moins séduisant, plus vide de sens que les autres. Mais le manque de sens, à mes yeux, ici, fait sens. Il s'agit de ne surtout pas être dans l'expression de soi, il n'a rien à raconter sur lui, de rompre totalement avec l'expressionnisme, on en a parlé, qui triomphe alors aux États-Unis. Ed Ruscha partage alors avec Andy Warhol et les artistes pop la volonté d'une mise à distance de tout ce qui relève du geste, du subjectif, de la spontanéité. Comme Warhol, Ed Ruscha utilise donc des images d'objets issus du quotidien le plus banal. L'apparente dimension d'absurdité de cette série de petits feux, qui nous l'avons dit n'a aucune valeur documentaire, et n'informe de rien qui puisse concerner l'image du feu, est une affirmation de désengagement radical qui s'inscrit d'ailleurs dans l'héritage revendiqué de la stratégie d'indifférence de Duchamp. Là, je vous renvoie à la connaissance que vous pouvez avoir de Marcel Duchamp, mais qui revendique précisément cette indifférence, aucun investissement personnel, aucun sentiment dans ce qu'il fait, mais un travail très ironique, très à distance, qui est suffisamment complexe et profond pour que je n'aborde pas ici maintenant. Mais il y a cet héritage-là. On sait que Ed Ruscha a beaucoup aimé le travail de Duchamp et qu'il était très travaillé par cet esprit de Marcel Duchamp. Le choix d'objets aussi insignifiants, ces divers petits feux, mais la remarque concerne la plupart des motifs des autres livres d'Ed Ruscha, qui sont souvent des objets insignifiants, des places de parking, des piscines, des annonces immobilières, etc., s'explique en effet à la fois par une volonté de ne rien exprimer de personnel, par une volonté de neutralité stylistique, par l'influence revendiquée du ready-made et par une indéniable volonté de surprendre en ne donnant pas au spectateur ce qu'il attend, et ce qu'on attend notamment en ouvrant un livre. Les artistes, dit Ed Ruscha, dans un entretien donné à Bernard Bisten en 1989, se sont toujours essayés à des choses inacceptables. Il est dans l'ordre naturel des choses qu'un artiste fasse des choses inacceptables. Je ne vois pas pourquoi je ferai exception. Je fais donc quelque chose d'inacceptable. Maintenant, on va regarder un peu la place de la photographie dans cette affaire. Peintre, Ed Ruscha a toujours pratiqué la photographie, non pas comme un art en soi, c'est pas un photographe, mais comme un moyen lui permettant notamment d'obtenir des images bidimensionnelles pouvant servir à la réalisation de ses tableaux. On l'a vu avec le tableau tout à l'heure de la station essence. Au départ, c'est une photo et il va simplifier à l'extrême graphiquement ce que représente cette photo pour arriver à un dessin qui est presque d'ordre publicitaire. Voilà, donc il y a un travail pictural qui est fait avec une économie particulière et donc la photo, a priori, lui sert à ça, lui sert à faire des tableaux, mais pas de la photo en soi. Dans son entretien de 1965 avec John Copeland, il est on ne peut plus net sur la place de la photographie dans son travail. Je le cite, « Les photographies que j'utilise ne sont en aucun sens artistiques. Je pense que la photographie est arrivée à son terme en tant qu'art. Elle n'a plus d'usage que publicitaire pour répondre à des objectifs techniques ou d'information. Je ne parle pas de la photographie au cinéma, mais de la photographie d'art, c'est-à-dire des éditions à tirage limité, des photographies uniques tirées manuellement. Les miennes sont simplement des reproductions de photographies. Donc il ne s'agit pas d'un livre conçu comme un recueil pour une collection de photographies d'art, ce sont des données techniques comme dans la photographie industrielle. Pour moi, ce ne sont rien de plus que des clichés instantanés. Donc voilà sa conception de la photographie et la façon dont il l'emploie dans les livres qu'il crée.
Lorsque Copeland, évoquant les variants Small Fires, lui demande s'il était nécessaire que les photographies aient été prises par lui, LOHI répond « Non, n'importe qui pouvait le faire ». D'ailleurs, l'une d'entre elles a été prise par quelqu'un d'autre. Autrement dit, vous voyez le souci de aucun engagement subjectif, aucun travail personnel, disparition de la main de l'artiste, ça existe aussi dans ce rapport qu'il a à la photographie, où il dit non, si j'avais une banque de données, j'aurais pu piocher dans la banque de données. Si ça avait été fait au temps d'Internet, il serait allé sur Internet chercher des images. Là, il les a prises parce que voilà, c'était plus simple. Et puis il y a une des images, on ne sait pas laquelle, et peu importe, n'est pas de lui. Donc ça veut dire à quel point la photographie n'a pas de valeur artistique du tout. Hein. C'est pas ça qui est revendiqué. Il ajoute même qu'il a cherché, je le cite, dans une banque d'images pour trouver des photographies d'incendie, mais il n'y en avait pas. Qui a pris les photographies n'a pas d'importance, c'est purement une question pratique. Notons que la question de la banque d'images dans laquelle puiser à volonté des images anonymes est désormais résolue par Internet, source à laquelle s'approvisionnent nombre d'artistes qui fréquentaient naguère braderies et brocantes en quête d'images leur permettant de constituer des livres d'artistes. Aujourd'hui, même plus besoin d'aller dans la brocante ou dans la braderie, il suffit de cliquer évidemment sur Google. Mais au moment où Ed Ruscha réalise ses premiers livres, je vous rappelle début des années 60, cette attitude désinvolte face à la photographie est totalement inédite et elle aura une importante influence sur les artistes, notamment conceptuels, qui vont d'une certaine manière, et désacralisent la photographie. La photographie utilisée par un artiste n'est pas nécessairement une œuvre d'art. Donc ça veut dire un rapport à la photographie tout à fait différent. En 1972, Ed Ruscha confirme cette prise de position dans un nouvel entretien qu'il donne à Coleman, en précisant que peu importe, en effet, qui prend les photos, puisqu'il ne voit pas cela comme des photographies, mais comme, je cite, de simples images servant à remplir un livre. Et il ajoute « C'est un divertissement, c'est tout ce que c'est. La photographie n'est qu'un simple divertissement pour moi, je ne suis pas photographe. » En fait, ce qui importe, ce n'est pas la qualité artistique de tel ou tel élément du livre, et c'est vraiment là que c'est important, mais la manière dont ils sont agencés, la cohésion, pour reprendre le terme même d'Ed Ruscha, la priorité allant au travail de mise en page. Les photographies sont donc surtout des formes plus ou moins dessinées, plus ou moins grises, mais toutes rigoureusement délimitées dans un espace carré qui vient s'inscrire dans le blanc de la page. Ce blanc qui occupe d'ailleurs une place considérable puisque 31 des 48 pages, on l'a vu, sont dépourvues d'images. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre qui respire, un livre sans doute, là je cite Dieter Roth, qui est un autre grand inventeur, mais là beaucoup plus anarchique, de livres d'artistes, qui donc crée aussi des livres d'artistes d'une manière totalement différente au même moment, hein, en Suisse. Eh bien, Ed Ruscha, quand on lui demande « Mais que pensez-vous de ces livres d'Ed Ruscha ?» il les commente en disant « Ils sont légers et faciles. » Mais c'est bien cette respiration, cette élégance graphique, ce mélange de désinvolture et de rigueur, ces qualités plastiques, ce fini mécanique, c'est cet ensemble et non l'un ou l'autre de ces éléments seuls qui fait de ce livre une œuvre, ou pour le dire avec les mots de Ruscha, un objet haut de gamme produit en masse. Là, je n'ai pas parlé de cette dimension, mais il y a une dimension totalement de volonté de démocratiser l'art à cette époque où il s'agit de sortir l'œuvre d'art des musées et puis de le distribuer dans d'autres réseaux que ceux qui attirent uniquement les amateurs d'art dans les galeries, c'est-à-dire par exemple les gens qui vont dans les librairies ou dans d'autres lieux. C'est des livres qui circulent comme ça et qui coûtaient très peu cher. Donc c'est aussi une façon de dire l'œuvre peut être multiple et puis avoir très peu de valeur. Et pourtant, c'est une œuvre. Il n'est pas exclu d'ailleurs que dans sa volonté de mettre en avant la dimension conceptuelle de ses réalisations, Ed Ruscha ait eu tendance à radicaliser le commentaire qu'il porte sur son propre travail. Si vous lisez Anne Meglin-Delcroix, elle se fie considérablement aux paroles d'Ed Ruscha et à sa volonté justement de s'inscrire comme un artiste conceptuel qui fait primer d'abord la dimension conceptuelle. On peut penser que c'est peut-être autant un travail de graphiste qu'un travail conceptuel. En tout cas, il faut être peut-être prudent avec les affirmations d'Ed Ruscha qui, pour des raisons d'époque, de contexte, va radicaliser son propos, alors qu'on peut en faire d'autres lectures. Mais je ne vais pas rentrer dans ça ici. Lorsque John Copeland lui demande en effet si les photographies qu'il a utilisées n'ont fait l'objet d'aucun recadrage, donc ça c'est intéressant, est-ce qu'il a vraiment pris les images et les a posées telles quelles dans le livre, puisqu'elles n'ont pas de valeur, donc c'est ce qu'il devrait faire. Eh bien Ed Ruscha lui répond sans détour par la négative, non, je n'ai pas recadré, j'ai vraiment posé mes images comme ça pour faire un livre.
Or, des photos publiées, ça c'est ma petite enquête, des photos publiées sur le site de Jacinda Russell, qui est une artiste qui, lorsqu'elle était encore étudiante, quand elle avait votre âge, a collaboré avec Coleman à l'identification des images illustrant ses articles, eh bien, des photos publiées sur son site semblent prouver que certaines images de Various Small Fires ont bel et bien été recadrées. On retrouve au moins une de ces images dans le catalogue de l'exposition El Rushay Photograph qui eut lieu en 2006 à la Galerie nationale du jeu de paume et au Wyndham Museum à New York. Donc cette image montre bien, voilà une preuve, donc trouvée sur Internet suite à une petite recherche, qu'il y a bien eu recadrage. Ici, vous avez l'image originale, donc ce portrait de jeune femme en train de fumer une cigarette, et ici l'image qui apparaît dans le livre d'Ed Rushay. Autrement dit, le recadrage, on supprime le portrait, on ne se préoccupe pas de la femme qui est représentée, on se préoccupe juste du petit feu. C'est-à-dire qu'on met en valeur effectivement cette main tenant la cigarette, et donc la braise supposée, tout ça est en noir et blanc, mais supposée visible de ce petit feu. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant de voir ça, parce que là, Ed Rushay tient un propos, non, radicalement, je prends les choses et brutalement, je les mets dans le livre, je ne me préoccupe pas du tout de qualité artistique. En réalité, si, j'opère un travail d'ordre artistique, puisque je vais recomposer ces images, on le voit ici aussi, image originale, avec, vous voyez, ce petit défaut là d'une ombre qui est là, et le recadrage avec le zippo qui est vraiment en plein centre. Donc là, on voit bien qu'il y a un travail graphique qui est opéré, ou artistique si vous voulez, et qu'on retrouve ici avec ce coup de zoom de l'image originale ici, recadrée à droite, qui donc renvoie encore une fois à ce travail opéré sur ces images. Donc si le travail opéré sur ces images a bien eu lieu, il me semble que le déni de l'artiste dit bien à quel point le fait qu'il refuse de reconnaître qu'il ait fait un travail artistique sur les images, sur les photographies, eh bien ce déni dit bien à quel point dans ces années où s'affirmait un art conceptuel, Ed Rushay tenait à insister sur leur qualité non artistique, sur la désinvolture avec laquelle ces photographies avaient été prises, sur leur dimension brute et spontanée. Il s'agissait de déconsidérer tout effort qui aurait accordé une quelconque valeur à chacune de ces images pour insister sur leur nécessité de n'exister que comme simples éléments du livre. Burning Small Fires, puisque je vous ai dit, donc là j'ai longuement parlé, je m'en excuse, du livre d'Ed Rushay. Maintenant on va parler d'un autre livre composé à partir du livre d'Ed Rushay, celui que Bruce Nauman va réaliser 4 ans plus tard, et qui est aussi donc au Franck. Dans un texte amusant écrit en 1971, Ed Rushay imagine ce qu'ont pu devenir ses livres. Donc c'est une fiction, une imagine, ouais. Que sont devenus mes livres qui sont partis à droite et à gauche, comme ça, distribués, puisqu'ils étaient tirés à quand même plusieurs centaines d'exemplaires chaque. Et voilà, qui en a pris possession, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc il imagine ce texte, et nombre d'entre eux, nombre de ces livres ayant pu être détournés de leur intention artistique pour servir, dit-il, à différents usages, pour le moins prosaïques. On a pu servir dans ces livres pour faire des tapettes à mouches, des armes d'autodéfense, des presse-papiers, ou des objets servant à empêcher les portes de se refermer. Parmi les diverses mésaventures qu'il énumère, Ed Rushay suppose qu'un certain nombre d'exemplaires ont été perdus, dégradés ou détruits par l'eau ou par le feu. Or, s'il est difficile de vérifier ce qu'il est advenu de chacun de ces multiples, nous savons en revanche que Bruce Nauman aura bien quant à lui soigneusement détruit par le feu un exemplaire de Various Small Fires. Donc on a ici sous les yeux ce qu'a réalisé en 1968 Bruce Nauman, puisqu'il va reproduire en effet sous la forme d'une affiche se repliant sous une couverture cartonnée, que l'on voit ici. Là on voit l'affiche dépliée et puis la couverture cartonnée repliée posée sur le coin de l'affiche. Il a donc reproduit en effet la destruction par le feu de plusieurs des pages d'un exemplaire de Various Small Fires. Ce geste s'inscrit dans la lignée du fameux Erased de Rauschenberg, donc autre artiste américain qui faisait justement le passage entre les expressionnistes, Jackson Pollock, de Kooning et tout ça, et puis Warhol. C'est Jasper Johns et Rauschenberg sont les artistes importants là pour avoir justement bougé les choses à ce moment-là. Et donc ce qu'a fait Rauschenberg en 1953, donc 15 ans avant Ed Rushay, il a demandé à de Kooning de lui donner un dessin. Donc de Kooning est à ce moment-là une vraie célébrité, c'est vraiment l'artiste américain avec Pollock, et il lui demande un dessin afin qu'il l'efface. Donc ça date donc de 1953. L'idée pour Rauschenberg, c'était de créer non par le dessin, mais par le geste de sa suppression, par le gommage. Il veut créer
par le contraire de ce qui normalement sert à créer, par le fait de supprimer, par le fait de gommer, d'utiliser la gomme plutôt que d'utiliser le crayon. De Kooning ne fut pas décontenancé par cette demande, et là ça montre aussi la belle autorité de Kooning et le fait qu'il ne craignait pas grand-chose, et même qu'une de ses œuvres soit détruite. Il voyait bien le rapport à l'art, évidemment, très intéressant dans tout ça. Donc De Kooning ne fut pas décontenancé par cette demande et lui remit un dessin qu'il choisit pour sa difficulté précisément à être effacé, rendant ainsi évidente la somme de travail nécessaire à sa destruction. Tu veux effacer un de mes dessins, d'accord, je vais t'en donner un, mais un qui va être difficile à effacer. Autrement dit, je vais te demander du travail pour réaliser ton travail, c'est-à-dire d'effacer mon dessin. Aux yeux de Rauschenberg, il était d'ailleurs important qu'il s'agisse d'une véritable œuvre réalisée par un artiste réputé. C'est ce qui donnait toute la valeur à ce geste, qui, loin de tout esprit de vandalisme, se voulait un acte de création et rendait implicitement hommage au talent du célèbre peintre expressionniste américain. C'est pas un hasard s'il demande à De Kooning et pas à quelqu'un de peu connu. C'est pas le geste en lui-même qui est important, c'est tout l'ensemble, c'est le contexte, c'est à qui je m'adresse, à qui je le demande et quel geste a priori blasphématoire, mais en réalité plus un hommage qu'un geste iconoclaste, eh bien je vais réellement accomplir. Les enjeux de l'autodafé de Naumann diffèrent sans doute de ceux du geste de Rauschenberg. Naumann est né en 1941. Il n'a donc que 4 ans de moins qu'Ed Ruscha. C'est autrement dit des gens de la même génération. Il ne s'y joue donc pas une manière. Il ne s'y joue pas une manière de transmission, fût-ce par effet de rupture, entre les artistes d'une génération et ceux qui la précèdent, ce qui était le cas entre Rauschenberg et De Kooning. Rauschenberg gommant un dessin de Kooning, c'est un passage qui est en train de se dire. On passe d'un certain type d'artiste et d'un certain type de pratique à une nouvelle génération d'artistes. Là, on a affaire à deux artistes qui sont de la même génération, donc il ne se joue pas du tout ce genre de rapport. D'autre part, on peut voir dans le travail de Naumann une dimension ludique absente du geste de Rauschenberg. En effet, Bruce Naumann, dont on connaît le goût pour les anagrammes et les contrepétries, les jeux de mots, répond avec un réel sens de la répartie artistique au travail réalisé par Ed Ruscha, en commettant une série de 15 nouveaux petits feux avec les pages de divers petits feux. En fait, il joue vraiment avec le contenu de ce qui était proposé par Ed Ruscha. Très logiquement, ces 15 nouvelles photographies que l'on voit ici, donc, vont former un nouvel objet s'apparentant à un livre, puisqu'il est composé d'une feuille mesurant 1,25 m par 93 cm par 5,5. Vous voyez, à peu près 1,25 m par 1 m, qui, replié, s'insère dans une couverture cartonnée de format 32 par 24,5. Essayez de vous représenter ces formats. Les photographies prises par Bruce Naumann sont reproduites sur le recto de la feuille, dont l'importante partie non imprimée rappelle les nombreuses pages blanches du livre d'Ed Ruscha. Toute cette partie-là, n'est-ce pas, eh bien, peut renvoyer à toute la blancheur du livre d'Ed Ruscha. Chaque photographie montre la destruction d'une des pages du livre qui comportait l'image d'un des feux. Comme il y a 15 images de petits feux dans le livre d'Ed Ruscha, il y a 15 photographies de Naumann, dont une, plus grande que les autres, laisse apercevoir sa main et en prolonge le mouvement. Celle-ci, donc, vous voyez, qui a un format différent. Là, on va regarder un peu ce titre que donne Bruce Naumann à son œuvre. Sur la couverture en carton simple est typographié le titre « Burning Small Fires ». Et il est intéressant de savoir que Bruce Naumann joue beaucoup avec les mots. Il a fait beaucoup de néons qui étaient des contrepétries, beaucoup de jeux comme ça de langage. Et donc, si on le traduit littéralement, le titre c'est brûler des petits feux. Donc ça, on voit bien, ça répond au titre évidemment de Ed Ruscha, un divers petits feux. Bien moi je vais brûler des petits feux. Mais en réalité il y a un autre titre qui se cache sous le premier titre. Donc on va voir ça. Donc ce sont, notons-le, les seuls mots de ce livre d'artiste, un livre encore une fois entre guillemets, qui ne comporte ni date, ni nom d'auteur, ni aucune sorte d'indication. Là, il n'y a qu'un titre, point final. Pas de colophon, pas de date, rien. Étant donné l'attention joueuse portée au mot par Bruce Naumann, il n'est pas inutile de s'attarder sur ce titre à l'évidence quelque peu trompeuse. Cet intitulé que l'on peut traduire par « brûler des petits feux » pourrait d'ailleurs intriguer si l'on n'avait pas les images sous les yeux. Car de quelle manière peut-on en effet brûler des feux ? Les feux brûlent, on ne les brûle pas. Une fois reconnue sa dimension placidement descriptive, c'est bien des petits feux brûlés qui nous montrent, voire tautologiques, ça fait un tout,
Puisque, oui, ces images représentent bien des petits feux de petits feux, ceux photographiés par Ed Ruscha, nous observons que ce titre un peu trop limpide est redoublé par un second jeu de mots dû au pliage de la couverture, et on le lit ici, on peut lire donc ce second titre, Earning All Ears. Dans Earning, on peut entendre Earn, l'urne, ce qui nous renvoie bien sûr à l'incinération du livre d'Ed Ruscha par Naumann. Après tout, c'est ce qu'il a fait, il accomplit une sorte d'incinération du livre. Donc on peut entendre ça, on peut voir ça dans ce jeu de mots. Et si l'on fait jouer l'homophonie entre le verbe earn, gagner, mériter, et le mot earn, urne, comme le suggèrent les auteurs de Various Small Books, qui est ce livre ici dont je fais la promotion, et que vous pouvez regarder, qui constitue un ensemble de livres qui ont été constitués à partir de ceux d'Ed Ruscha, et qui vient de paraître, qui est paru récemment. Ouvrage qui répertorie donc 91 livres d'artistes se référant au livre d'Ed Ruscha. Donc si on fait attention entre ce jeu de mots entre earn et earn, on peut entendre quelque chose comme à la fois mettre dans l'urne, brûler, et en même temps mériter. Ears, eyes, pouvant se traduire par courroux, colère, ire. Le mot ire en français existe, ça vient vraiment du latin ira, on est dans exactement le même mot, c'est la colère. Il nous est donc possible d'entendre dans ce second titre mériter toutes les colères, j'ai fait un lapsus. Ces courroux, cette colère, ce pourrait être ceux supposés d'Ed Ruscha, à qui Bruce Nauman n'a pas demandé son avis pour réaliser avec les cendres de son livre un livre nouveau. Donc, ce jeu de mots astucieux serait une sorte de message, c'est mon analyse, c'est ma lecture, une sorte de message d'excuse ironique adressé à l'artiste californien. Je m'excuse d'avoir brûlé ton livre, mais je mérite ta colère. Je mérite positivement ta colère, tout ça étant un jeu d'artiste à artiste. On peut parler d'une autre narration que l'on va faire, et je vais bientôt conclure sur ce rapport entre ces deux livres. En découvrant page après page le livre d'Ed Ruscha, nous avions pu y constater des effets narratifs dus à la succession sans doute moins hasardeuse qu'il ne semble des images. Or, la restitution de l'action opérée par Bruce Nauman, même s'il se donne à voir en une seule image, celle de l'affiche dépliée, propose un ordre de lecture particulier des différentes pages qui composent Various Small Fires. En effet, si le livre impose un ordre de lecture précis, l'affiche, dénuée qu'elle est d'indications et de texte, il n'y a pas de texte, elle est vraiment constituée uniquement d'images, peut se lire aussi bien à la verticale, et c'est souvent comme ça qu'elle est présentée dans les galeries. Souvent on la présente comme ça, elle est souvent à plat, mais il y a quand même un sens de lecture qui peut être donné, et qui est souvent celui-ci. Donc c'est a priori comme ça qu'on peut la voir, mais c'est une affiche sans texte, on peut la regarder exactement dans le sens que l'on veut. Donc on peut la regarder aussi comme ça, par exemple. Et si l'on veut retrouver l'ordre de lecture du livre d'Ed Ruscha, c'est comme ça qu'il faut la regarder. Donc il est nécessaire de disposer l'affiche à l'horizontale, comme si elle était en réalité en format paysage, et de lire verticalement. Dans ce cas-là, il faudrait lire verticalement l'enchaînement des images, première image, deuxième image, troisième image, etc. La première d'entre elles se trouvant alors en haut à gauche. Cette disposition insiste donc sur les qualités propres de l'affiche, dont la verticalité et l'horizontalité sont ainsi affirmées. On peut lire l'affiche dans les deux sens, contrairement à un livre qui se lit que dans un sens. Si la plupart des images sont construites de la même manière, une page est en train de brûler, vous voyez, c'est systématiquement ça. Une page est en train de brûler et on voit apparaître l'image suivante, l'image qui va donc être ici brûlée. Donc si la plupart des images sont construites de la même manière, une page est en train de brûler tandis que la page suivante attend de l'être à son tour, deux viennent perturber ce dispositif répétitif, celle où apparaît la main de Nauman et celle qui est située immédiatement en dessous, celle-ci, et qui ne montre que la seule page enflammée. Cette perturbation me semble répondre au rôle du verre de lait dans Various Small Fires. Elle interrompt visuellement une série trop bien ordonnée. Vous voyez, il y aura une espèce de jeu formel qui répondrait en fait au jeu formel déjà utilisé par Ed Ruscha. Conclusion. On était parti sur l'idée des objets de collection. On est dans une série normalement qui donc parle des collections, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, puisque c'était des livres a priori qui n'avaient aucune valeur et
qui sont devenus des objets de collection. L'acte de destruction créative de Naumann offre une suite d'autant légère et pertinente au travail d'Ed Ruscha que, contrairement au dessin de Kooning effacé par Rauschenberg, il ne s'agit pas de la destruction d'une œuvre unique, mais de celle d'un multiple dont bien des exemplaires n'auront pas connu un sort aussi glorieux que celui de disparaître, d'être brûlé par un artiste de renom. Enfin, à l'époque, Bruce Naumann est moins célèbre qu'aujourd'hui. L'hommage que rend Naumann au talent d'Ed Ruscha en brûlant Various Small Fires peut en faire un nouveau livre, ne sera d'ailleurs que le premier d'une très longue série, de nombreux artistes ayant en effet depuis pastiché, parodié, détourné les ouvrages si aisément reconnaissables de l'artiste californien de Ed Ruscha. Ainsi, en 2002, 34 ans donc après Naumann, Jonathan Monk réalisera un nouvel autodafé filmé d'un exemplaire de Various Small Fires dont le prix aura alors flambé, puisqu'on est dans cette affaire de petit feu, puisqu'il coûte désormais 1600 $. Il faut imaginer qu'au départ ça coûte 5-6 $, et maintenant ça vaut 1600 $. Le coût initialement très peu élevé des exemplaires des livres d'Ed Ruscha répondait à un désir revendiqué de s'adresser au plus grand nombre, à commencer par ceux qui ne fréquentaient pas les galeries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui n'avaient pas nécessairement de quoi s'acheter les œuvres d'art qu'on y expose. Surtout si on est un artiste un peu célèbre, ça coûte évidemment assez cher. C'est pourquoi il renonce pour un même budget à éditer moins et à plus cher. Et là je cite Ed Ruscha, « Je veux, dit-il en 1969, réduire le prix pour que tout un chacun puisse avoir les moyens d'en acheter un. » Et il ajoute, non sans humour, « Je veux être le Henry Ford de la fabrication de livres. » Vous savez, Henry Ford, qui est cet industriel qui a donc produit les Ford T, qui étaient les Ford à pas cher pour la population américaine. Donc il joue sur ça, voilà, je serai une espèce d'industriel de l'art qui vendra à pas cher des œuvres d'art. Ce moindre coût explique la disparition, par manque d'attention, d'un grand nombre des exemplaires des différents livres d'Ed Ruscha. Puisqu'ils ne valaient rien, ou si peu cher, leurs premiers acquéreurs ne prenaient pas soin, et une fois feuilletés, les abandonnaient volontiers à la première poubelle venue. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où il y a un retour très ironique de l'objet de collection. Various Small Fires, comme d'ailleurs Burning Small Fires, qui non seulement n'était pas un multiple numéroté, mais qui ne comportait pas même de nom d'auteur, témoignent on ne peut mieux des ironiques retournements qu'ont subis ces objets devenus désormais particulièrement recherchés et dans tous les sens du terme estimés. Voilà, merci de votre attention.